Bienvenue dans Polycule, le podcast francophone qui s'intéresse à toutes les pratiques polyamoureuses à travers un prisme trans-pédéguine et militant. À chaque épisode, un ou une invitée viendra me parler de son parcours personnel, mais également de son point de vue sur l'univers relationnel, amoureux et para-amoureux. Mais avant de commencer, un mot à propos de la qualité audio de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter. Le son que vous allez entendre sera souvent hachuré, grésillant ou étouffé. La faute à un certain nombre de problèmes techniques lors de l'enregistrement. J'ai fait le choix de le publier malgré tout, car le contenu de l'interview me semblait toujours pertinent. Réenregistrer aurait gâché la teneur et la spontanéité des propos. Je tiens à m'excuser, et plus particulièrement auprès de mon invité Po. Ensuite, un faire-part de naissance. Je suis fier de vous annoncer la création des nouvelles radios euphoriques, cofondées avec Jenna et toute l'équipe d'un podcast trans. Ce collectif, dont Polycule fait donc partie, regroupe plusieurs podcasts et créations audio queer de qualité. À terme, l'objectif est de mettre en commun nos efforts et nos ressources. On vous en reparlera sans doute bientôt. En attendant, découvrez nos contenus sur nre.fm. Je suis Anne Ferret et maintenant, place à l'épisode. Salut Po, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, je suis très contente de pouvoir faire un deuxième épisode, c'est-à-dire que le premier n'était pas trop raté. Le premier était très très bien. Euh, je vais te poser la première question un petit peu traditionnelle. Est-ce que tu te considères comme faisant partie du spectre polyamoureux? Oui, c'est une identité qui, je pense, me convient et qui, oui, non, je suis polyamoureuse, on peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres termes que tu utiliserais également pour te définir? Sur d'autres identités, oui. Sur mon orientation sentimentale, euh, pas vraiment. Euh, je dirais que avant de savoir ce que c'était que le polyamour, je disais surtout que j'étais pas particulièrement exclusive et Mhm. que j'étais pas jalouse, que tant que c'était honnête, ça m'allait. Mais que c'est difficile de dire ça comme ça avec autant de périphrases. Donc polyamour, c'est très bien. Ouais. Et t'as dit du coup qu'il y aurait d'autres termes qui te définiraient sur d'autres plans? Oui, je me considère comme faisant aussi partie du spectre asexuel, neurodivergent et agent. Ok. Donc voilà, ça fait beaucoup d'étiquettes d'un coup, mais Du coup, comment est-ce que que tu es arrivé à la conclusion que tu étais polyar, ou en tout cas, comment tu as découvert cet aspect-là de ta personnalité? alors donc c'est quelque chose que j'ai découvert sans savoir le nommer très tôt, parce qu'au tout début de mes relations, j'ai très vite senti que moi, j'étais pas jalouse et que ça me paraissait normal que la personne avec qui j'étais en relation puisse avoir envie d'être en relation avec d'autres personnes en même temps, et que à partir du moment où on se disait les choses et que c'était honnête, ça posait pas de problème. C'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer à l'époque à à mon premier copain sérieux. Et ça s'est pas bien passé du tout parce que le problème, c'est que quand on n'a pas le mot pour définir ça, on n'est pas dans une communauté de personnes qui ont ce mot-là aussi pour se définir et donc qui ont les mêmes idées. Donc j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un qui était très monogame. Et ça a été pris comme soit une attaque sur la relation qu'on avait, dans le sens que c'était un danger pour la relation qu'on avait, l'idée que je proposais. Et aussi, c'était vu comme
celle-là, je l'ai jamais comprise, mais c'est revenu assez souvent. Tu m'aimes pas vraiment parce que sinon tu serais jalouse. Oh. Ouais. La jalousie était présentée comme une preuve d'amour, et c'était donc un problème que je ne sois pas jalouse au point de dire ça me dérange pas si tu veux voir quelqu'un d'autre, juste préviens-moi. Euh, là où je trouve ça très hypocrite et ce qui me fait dire que je pense que je serai plus jamais en relation avec quelqu'un de monogame, c'est que toutes les personnes monogames à qui j'ai discuté, avec qui j'ai discuté de ça, à qui j'ai proposé ce style de relation, l'ont, un, très mal pris, deux, euh, m'ont dit que bah, c'était moi le problème, en gros, que je ne devrais pas être comme ça, que je ne devrais pas proposer ça, ça se fait pas, que j'aimais pas assez les gens si je proposais ça. Et trois, m'ont trompé. Alors que j'avais proposé dès le départ que si les autres personnes voulaient voir d'autres personnes, romantiquement, sexuellement, il n'y avait aucun problème, il fallait juste me le dire, tu vois, que je sois au courant et que ce soit honnête. Et parce que là, il y a un double standard. On t'accuse de pas faire preuve de jalousie et en même temps, du coup, de l'autre côté, c'est tout à fait OK de tromper sans le dire. C'est très étrange quand même. Eh bien, j'ai longtemps eu cette interrogation et ce côté un petit peu... Enfin, ça m'a travaillé et j'en ai beaucoup voulu aux partenaires qui m'ont fait ça, de manière assez logique. Et un jour, une fois que j'ai découvert le mot polyamour au détour de posts internet, en fait, je suivais une artiste sur internet qui faisait des dessins de fantaisie, des elfes, des trucs comme ça, enfin, que j'aime beaucoup, euh, qui politiquement était très alignée avec mes valeurs, donc en plus, ça me faisait plaisir de suivre son blog. Et puis un jour, elle a posté une photo et le sous-titre de la photo, c'était moi, mon mari et mon petit ami. Mm. Et là, il y a eu une sorte de mini-explosion dans ma tête de pardon, quoi? Pardon, parce qu'en plus, c'était tous les gens sur la photo étaient en train de sourire et de se tenir les uns les autres dans les bras, tu vois. Donc c'était vraiment scène de bonheur total, mais il y avait quelque chose qu'on m'avait pas dit apparemment. C'était possible. Et donc j'ai regardé un petit peu plus en détail ce qu'elle postait. C'est là que j'ai trouvé le mot polyamour. C'est là que du coup je me suis dit je vais faire des recherches tout de suite pendant 3 heures sur Google. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais justement à cette époque-là où j'ai découvert le mot polyamour, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes polyamoureuses et tout. J'ai aussi du coup parlé à mes amis qui sont tous monogames pour la plupart. Les amis d'avant cette époque-là étaient tous monogames. Je leur ai dit, ah bah ça y est, j'ai trouvé, en fait, voilà, moi je suis ça. Polyamour, c'est ça, c'est mon truc. Ça se passe comme ça, j'aime bien, ça me paraît très bien comme manière de fonctionner. Et il y a un de mes amis hommes qui, quand j'ai commencé à expliquer le polyamour, a eu l'air très content que j'aborde le sujet et m'a dit, ah ouais, ouais, non, mais moi j'aime beaucoup tromper ma femme. Parce que il y a le côté l'interdit, l'excitation de faire un truc qu'on ne devrait pas faire et tout. Oh là là. Ouais, donc ex-ami hein, maintenant. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. Mais c'était rude comme discussion et comme découverte d'un coup de ah, c'est pour ça en fait. Les monogames, en fait, quand ils trompent, c'est pas parce qu'ils pourraient être polyamoureux et ça irait mieux, c'est parce qu'ils ont envie de tromper réellement, d'être dans la position de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. C'est horrible. Ça me rappelle vraiment une expérience similaire que j'ai eue avec mon beau-frère, où j'ai essayé de lui expliquer un petit peu que j'étais polia et que bah voilà, comment ça se passait. Et il m'a fait du coup, il m'a donné le nom de ma partenaire en me disant du coup, y aller au courant. Ah, t'as pas tout compris. Il y a toujours le réflexe finalement de la triche, de la tromperie, quoi. Euh, au moins, il a posé la question dans le bon sens. Il a... Hmm.
Ouais. Il a pas dit, et alors, t'arrives à le cacher, tu vois. Mhm. Voilà, Euh, donc c'est là où j'ai découvert la différence entre polyamoureux et monogame. C'est vraiment le côté. On peut pas, je pense, passer de l'un à l'autre facilement parce que dans ce que je perçois, il y a vraiment euh, une façon d'imaginer la relation très très différente. à quoi ressemble ton polycule actuellement? Quelle personne tu fréquentes? Alors, moi, dans le mot polycule, je mets aussi les partenaires de mes partenaires et parfois les partenaires des partenaires de mes partenaires, etc., etc. Du coup, mon polycule en ce moment, moi j'ai deux partenaires. Euh, L'un de mes partenaires a aussi une autre partenaire sur le long terme et de temps en temps des relations plus éphémères. Et mon épouse, qui est mon autre partenaire, a, je ne veux pas dire de chiffres parce que j'ai peur d'oublier des personnes, mais ça doit être environ dans les alentours de 6 partenaires. Euh, et du coup, ces partenaires ont aussi d'autres partenaires. Et du coup, en fait, voilà, j'ai un polycule qui peut atteindre facilement la vingtaine, trentaine de personnes si on commence à compter tout le monde. Et ça me fait très plaisir. Ah, ça, tu qualifies ça de plaisir. Ben, moi, c'est vraiment, si je m'entends bien avec les personnes, c'est comme une famille étendue, en fait, un peu. C'est un peu comme le même principe de mes partenaires, c'est la famille proche, et puis ensuite c'est la famille moins proche, et puis ensuite la famille encore moins proche. Donc c'est des gens avec qui j'ai pas forcément beaucoup d'échanges parce qu'on se voit pas souvent, mais quand on se voit, bah, c'est comme une réunion de famille un peu, quoi. C'est sympa. Faut savoir que j'ai aussi une bonne relation avec ma famille, donc c'est pour ça que j'utilise ce terme-là pour le décrire. Ok, bah, j'en profite, je rebondis. Du coup, comment ça s'est passé avec ta famille? Tout s'est bien passé? Ils ont bien compris? Eh bien, c'est arrivé, c'est arrivé juste après que je me sépare d'un ex qui était abusif. La découverte des communautés polyamoureuses, pas la découverte du terme, parce que ça j'avais déjà découvert quelques années avant, mais je n'avais pas mis en pratique parce que j'étais avec quelqu'un qui était pour le coup très jaloux, enfin, qui me contrôlait beaucoup, qui était abusif. Donc évidemment, je n'avais pas la liberté d'exprimer cette partie-là de moi. Mais du coup, quand cette histoire s'est terminée et que je me suis sentie plus libre et surtout plus en capacité de me concentrer sur ce que moi je voulais et sur quelles erreurs j'avais fait avant et que je voulais pas refaire, comment vraiment trouver des relations qui allaient me faire du bien, c'est là où j'ai dit, bon, bah en fait, voilà, je suis polyamoureuse. À partir de maintenant, les relations, c'est le polyamour. Et donc, j'en ai aussi parlé à ma famille parce que comme je suis très proche d'eux, j'allais forcément leur présenter des partenaires et je voulais qu'il n'y ait pas euh, justement, il y ait pas de confusion sur le fait que tout le monde était au courant, c'était honnête, tout allait bien, il n'y avait pas de drame. Enfin, elle est rassurée sur le fait que je savais ce que je faisais et que c'était en bonne entente. Et j'en ai parlé à mes parents sans avoir vraiment sans être nerveuse sur le fait que ça allait être bien reçu parce que enfin, jusqu'ici, ils ont accepté beaucoup de choses différentes de leur mode de vie, donc il n'y avait pas d'appréhension. Et je ne m'attendais pas à la manière dont ma mère a réagi, qui était vraiment une sorte euh, moment de joie intense, de oh, comme les hippies, mais en mieux, sans la drogue. Elle avait l'air tellement contente. Voilà. Ah, remarque, ça doit faire du bien ce genre de réaction. Ah oui, oui, c'était vraiment comme si je lui apprenais que voilà, le monde avait trouvé comment faire
que ce que les hippies proposaient, mais qui était un petit peu entaché par la drogue, et du coup, on ne sait pas si le consentement, tout ça et tout, bah, y a des gens qui le faisaient, mais du coup, entre guillemets, mieux, c'est elle qui le dit. Et elle était tellement mais c'est super bien! Ah, et du coup, et t'as trouvé des Hollandes aussi? Ah, bah, c'est bien! Ah, c'est très bien! Donc ça s'est très bien passé. Et le reste de ma famille, eh bien, ma grand-mère, quand je lui ai expliqué que j'avais deux partenaires, euh, d'abord, elle m'a posé des questions pour savoir si mais tout le monde est au courant, les deux partenaires savent, il n'y a pas de problème. Parce que le mot polyamour, elle ne connaissait pas du tout. Donc, il fallait vraiment expliquer ce que ça voulait dire. Et, elle m'a dit, oh, c'est coquin quand même. Mais elle avait l'air contente pour moi aussi. Et après, ça n'a jamais posé de problème. Voilà. C'était à partir du moment où tout le monde, où c'était présenté sous l'angle de tout le monde dans le polycule, sait que on est en relation polyamoureuse et qu'il n'y a pas de problème. Ah bah, très bien. Ça, le seul problème que j'ai rencontré, si je puis dire, c'est que dans ma famille étendue, euh, ça a révélé des valeurs différentes chez des cousines que je considérais jusque-là comme plutôt cool. Il faut savoir que je pense aussi j'avais moins peur de me lancer parce que je ne suis pas la première personne euh, qui est dans la non-conformité de relations hétérocentriques monogames dans ma famille. Parce que j'ai une cousine qui, elle, est lesbienne. Donc, il y avait au moins une personne queer qui était visiblement acceptée par la famille. Ça posait aucun problème. Elle était invitée avec sa femme aux réunions de famille, aux événements. Enfin, voilà, il n'y avait même pas de réflexion ou quoi que ce soit. C'était, bah oui, c'est normal. Donc, ça permet de se lancer plus facilement, de se dire que bon, ça déjà s'est passé. Donc, euh, mais apparemment, le fait que, un, donc, je sois polyamoureuse, deux, pas hétéro, trois, non-binaire, etc., ça faisait un peu beaucoup, à force, pour une certaine partie de la famille qui jusque-là s'était retenue, donc on ne savait pas, mais qui était en fait très réac, nazi, hein, on va dire, même, parce que et apparemment, c'est des personnes qui utilisent des mimes avec des images qui viennent de la propagande nazie, hein, donc finalement, on va les appeler des nazis aussi. Et, euh, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que comme c'est des gens assez hypocrites et qui donnent le change, ils ont réussi à rien dire pendant plusieurs années. Et ça a été révélé récemment et ça a fait une scission dans la famille très forte avec tous les autres gens de la famille qui étaient de mon côté en fait. Et ça fait du bien aussi de voir que c'est pas passé sous le tapis, les gens sont vraiment ont pris parti, ont décidé de suivre des valeurs qui, qui font que les nazis ils sont pas dans notre famille, voilà. Ils sont pas acceptés. En fait, finalement, ce qui a révélé quelque chose de cette partie-là de ta famille, c'est le cumul entre guillemets. Je pense que ça a joué, oui. Parce que, en fait, j'ai trouvé par hasard sur Internet que des personnes de ma famille avaient liké des posts euh, vraiment très réac et nazis. Et donc, ça m'a interpellée. Et dans les posts en question, il y avait des choses qui étaient contre les personnes polyamoureuses, contre les personnes queer, contre les personnes étrangères, contre les personnes qui n'étaient pas bien blanches, contre, etc., etc. Le fait qu'il y ait contre les personnes polyamoureuses, alors que c'est quand même, c'est très niche comme côté réac. Tu vois, tout le reste, c'est un peu, on va dire, le béaba réac nazi.
ouais, ils n'ont même pas besoin de réfléchir, ils juste ils cliquent, ouais, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Le fait de dire, et spécifiquement les personnes polyamoureuses, c'est que des putes, il y a quand même un truc où je me sens visée, tu vois. Ouais. Et bon, ça a été en plus le sujet d'une conversation avec une de ces cousines-là, parce que on s'est quand même parlé après. Et clairement, le fait que je sois polyamoureuse et queer, bah, je détruis la société, en fait. Il y a un projet un peu transgressif. Ah bah, Et en plus, je veux pas d'enfant. Et en plus, du coup, dans le cadre de je veux pas d'enfant et aussi je veux bien me sentir dans mon corps non binaire, je me suis fait enlever mon utérus. Que des choses, tu vois, qui vont à l'encontre de mon rôle que je devrais avoir, qui est d'avoir un utérus et de faire des bébés pour repeupler la nation de bons petits bébés blancs qui vont devenir des soldats pour repousser les étrangers hors de France et tout ça, quand même. Je pourrais faire un effort. Donc évidemment, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Hein. Et c'était trop. Elles n'ont pas pu se retenir de, de bitcher là-dessus. En fait. Plus proche de ton quotidien, est-ce que tu as défini des règles spécifiques ou des fonctionnements particuliers avec tes partenaires? Eh ben, écoute, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de règles universelles dans le sens que la plupart du temps, je me dis plutôt, on va prendre la situation qui arrive, toutes les relations sont uniques, toutes les, oh, toutes les circonstances sont uniques. euh, et donc, au jour le jour, on voit, bon, ça, c'est important parce que, en fait, il s'est passé telle chose, ça a révélé que pour moi, en fait, c'était important qu'on fasse pas ça comme ça. Donc, discutons, voyons ce qu'on peut faire comme compromis. Ça dépend beaucoup des situations. Mais dans les, entre guillemets, règles quasi universelles, je dirais, c'est on sort pas avec mes amis ou avec ma famille. Et ça, c'est même pas parce que j'ai pas envie qu'il y ait des belles histoires qui se passent avec mes amis ou ma famille, parce que il pourrait, c'est juste que justement dans les relations abusives que j'ai eues avant, les partenaires abusifs que j'avais essayaient de se mettre énormément dans mon cercle social, de faire en sorte que mes amis deviennent leurs amis, que ma famille soit de leur côté, et de m'isoler avec ça, en fait, en retournant les gens contre moi petit à petit. Ça a fonctionné sur certains de mes amis, pas sur tous. Donc j'ai eu aussi moins d'amis à un moment donné. Et ça n'a pas fonctionné sur ma famille qui est restée de mon côté. Mais du coup, c'est devenu quelque chose pour moi qui est un peu un trigger. Et j'ai besoin de savoir que mes amis et ma famille, ça reste des gens qui sont, on va dire, dans mon jardin à moi, dans mon espace qui me permet de aussi me ressourcer, d'avoir des relations en dehors de mes relations polyamoureuses. Et du coup, j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui fait partie de mon pellicule. Voilà. Je pense que c'est comme ça la seule règle. Sinon, il y a des trucs classiques on demande le consentement des gens quand on fait des trucs, des choses comme ça. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas le polyamour, c'est juste quand on a des bonnes relations. Oui. Est-ce que tu connais un petit peu la communauté Polia? Est-ce que tu suis des personnes qui en parlent? J'étais beaucoup plus dans les cercles de socialisation polyamoureux sur Paris avant, il y a quelques années. Euh, D'une part parce que je découvrais ces communautés-là et que ça faisait du bien, donc du coup je participais beaucoup aux événements. Je suis aussi sortie avec des personnes qui connaissaient beaucoup d'autres personnes et qui organisaient aussi des événements, donc ça fait d'un coup beaucoup de socialisation, beaucoup de contacts. Si j'allais à une fête d'anniversaire, par exemple, c'était forcément obligé. Il y avait tous les gens qui se connaissent de partout, de tous les cercles polyamoureux de Paris qui se rencontraient. On est obligé d'avoir beaucoup de contacts. Ça s'est beaucoup atténué, d'une part parce que je pense que j'ai fait un burn-out de socialisation.
parce que je suis aussi probablement sur le spectre autistique et je suis épileptique et du coup le cerveau il a besoin de calme en fait. Et je ne le savais pas avant d'essayer de faire des choses pas calmes et de me trouver dans la situation où j'ai dû dire ah, en fait je vais arrêter. Euh, mais donc ça s'est atténué un petit peu, d'une part parce que moi je me suis mis en retrait. Et aussi avec la pandémie a fait que d'un coup, plein d'événements n'étaient plus accessibles. Si je voulais, moi, être sûre de me protéger, protéger mon cercle proche, et j'ai fait le choix de protéger mon cercle proche. Donc j'ai arrêté de participer à des événements non masqués. Enfin, voilà, ça réduit beaucoup les possibilités de socialisation. Mais j'ai connu des gens, je ne vais pas nommer des gens, parce que déjà le name dropping, c'est un petit peu cringe quand même, et aussi parce qu'il y a des gens qui sont très connus dans les cercles polyamoureux et avec qui je suis pas d'accord, que j'ai connu d'assez près pour me dire ah en fait, ok cette personne-là est pas très cool. Et donc du coup je vais pas commencer à donner des noms, tu vois. Gardons la toxicité anonyme. Très beau slogan. Est-ce que tu fais un lien entre ton identité à genre et le fait d'être polyar? Alors non, pas du tout pour moi, dans le sens que je pense que je me suis sentie à genre longtemps avant de penser à des relations et de penser du coup au polyamour. Du coup, pour moi, c'est pas corrélé parce que c'est quelque chose que j'ai, on va dire, découvert, même si j'avais pas forcément les mots, à différentes époques de ma vie et à différentes époques de ma construction. Le fait, par contre, de probablement, j'imagine, avec la neurodivergence, ne pas accepter les règles de la société comme étant forcément des règles absolues et inébranlables. Ça doit jouer sur le fait que du coup, maintenant, je suis à la fois genre et polyamoureuse. Mais sinon, les deux ensemble n'ont pas de relation pour moi. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais est-ce que tu perçois ta vision de l'amour comme quelque chose qui serait perçu comme radical ou transgressif aujourd'hui? Est-ce que c'est volontaire? Eh bien, alors la réponse très simple, c'est non, pas du tout. Parce que enfin, je vois à quel point, au départ, quand j'avais pas encore le mot du polyamour et les concepts qu'il y avait avec, j'essayais d'expliquer avec d'autres mots à des personnes monogames en pensant que bah oui, non, mais t'inquiète, c'est normal si t'as envie d'aller voir une autre personne et lui proposer d'être en relation, t'as qu'à me prévenir et puis il n'y a pas de souci. On reste en relation quand même. Et je ne comprenais pas que c'était mal pris. Il m'a fallu un certain temps d'apprentissage pour, ah, en fait, il ne faut pas dire ces choses-là, il faut les cacher parce que c'est mal pris. Donc, non, je ne pense pas que ma vision enfin, je ne le ressens pas comme quelque chose de transgressif, puisque pour moi, c'est tellement normal que je ne comprenais pas au départ les réactions négatives. Après, bon, probablement du côté de mes parents, il y avait des restes de hippie un peu, hein, puisque le côté il faut être amour avec le monde, tout ça, qui doit participer probablement au fait que je considère pas ma façon d'aimer comme bizarre. Euh, Quelque chose qui revenait souvent dans les discussions avec mes parents, c'est que si ça vient d'une volonté positive qui veut faire du bien aux autres et ou d'un sentiment d'amour qui fait pas mal aux autres, bah, personne ne devrait pouvoir dire que c'est négatif. Et du coup,
C'était dit à l'époque, je suppose, pour nous préparer au fait qu'il y a des personnes qui sont queer et qu'il ne faut pas critiquer parce que c'est très bien si des personnes queer peuvent vivre acceptées dans la société et qu'on les aide et qu'on les aime parce que c'est normal. Mais ça couvre aussi le polyamour finalement. Le fait de, si ça vient de quelque chose de positif et qu'en plus c'est de l'amour et qu'on en a besoin dans le monde, il faut trouver ça positif et il faut accepter, il faut aider, il faut aimer les gens comme ça. Et ben, voilà, je me suis construit là-dessus et du coup, pour moi, c'est pas transgressif. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que les personnes extérieures à tout ce petit monde-là perçoivent surtout ça comme une sorte d'espèce de grande libération sexuelle sans prendre en compte tous les aspects qui vont être romantiques, affectifs, voire même amicaux, comme tu en as déjà un peu parlé? Alors, oui, euh, ça m'est arrivé de devoir confronter des gens dans mon cercle proche qui, du coup, embrayaient tout de suite sur «Ah, vous avez des orgies, et puis du coup, tu peux baiser avec tout le monde, etc.» Et ça m'a toujours fait très bizarre parce que il se trouve que je suis sur le spectre de la sexualité. Et ça, je l'ai découvert très tard, Mhm. très, très tard, euh, de manière embarrassante tard. Parce que pour moi, ben, je ne m'étais pas posé la question. La quantité de désir sexuel que j'avais en moi et ma façon de l'exprimer, probablement tout le monde devait faire comme ça, c'était normal. Et, et du coup, ma façon de répondre à ce style de critique, enfin critique, pas forcément des critiques d'ailleurs, il y a des gens qui disaient ça de manière très positive. Mais c'était de l'étonnement et du bah non, non, évidemment non. Il y a des gens qui n'ont même pas du tout de sexe, qui ont des relations polyamoureuses. Et maintenant que j'ai découvert que je suis sur le spectre de la sexualité, je pense que j'en parle mieux parce que j'ai pas cette part d'étonnement de ah oui, forcément les gens vont penser au sexe parce que les personnes qui sont pas asexuelles pensent plus au sexe que les personnes asexuelles, apparemment. Euh, j'ai découvert ça, je devais avoir la trentaine en fait. Déjà dans des relations polyamoureuses, et en fait, j'ai discuté avec un de mes partenaires du fait que mon autre partenaire et une de mes co-amoureuses avec qui je vis, euh, à l'époque avec qui je vivais, avaient souvent des réflexions quand on allait en soirée du style «Oh, telle personne me plaît, j'irais peut-être essayer de lui parler, peut-être essayer d'avoir un numéro pour peut-être on pourrait avoir des rendez-vous et tout ça.» Et que ça me paraissait incroyable parce que c'était des gens qu'on voyait une fois, Mhm. qu'on venait de voir, qu'on connaissait depuis montre en main 30 minutes, tu vois. Et, et donc je disais, oui, c'est très bizarre quand même comme manière de faire, je sais pas comment elles font. Enfin, elles doivent avoir des facilités à socialiser incroyables. Moi, je vois pas comment c'est possible. Et mon partenaire, à l'époque, m'a regardé un peu. Oui, bah, c'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes. Et j'étais en train d'essayer d'expliquer. Non, mais t'as pas compris à quel point c'était incroyable parce que c'est ça à chaque fois qu'on va à un événement. Genre une fois par mois, peut-être, elles peuvent trouver quelqu'un intéressant. C'est incroyable. Et du coup, il était là en train d'expliquer très gentiment. Je pense que lui, il avait compris, mais il ne savait pas comment aborder le sujet. Du style, oui, alors en fait, tu sais, il y a des personnes qui trouvent des personnes intéressantes sexuellement plusieurs fois par mois. Et j'étais là, oui, c'est ça, genre, et puis plusieurs fois par jour aussi, pourquoi pas. Oui, Potentiellement, oui. mais je pensais faire une belle blague, mais non, c'est moi la blague. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert à 30 ans passés que j'étais probablement sur le spectre de la sexualité. Mhm. Voilà, voilà. Mais donc ça me fait bien rire quand il y a des gens qui disent que ah oui, le polyamour, c'est forcément du sexe tout le temps avec tout le monde. J'ai de la chance si je trouve quelqu'un d'intéressant sexuellement une fois tous les 7 ans.
Donc, bon, c'est pas facile pour faire des orgies toutes les semaines, hein. Et du coup, ces personnes-là, comment tu leur expliques ce que c'est pour toi, en fait, finalement? Alors, la façon dont je l'exprime pour essayer de leur faire comprendre, c'est que, en fait, pour moi, le plus important dedans, dans le polyamour, c'est l'honnêteté, et pas seulement sur le point de l'honnêteté de savoir que telle personne est en relation avec telle autre personne, que, je sais pas, ma partenaire couche avec quelqu'un d'autre. C'est une forme d'honnêteté, mais ça va plus loin. Pour moi, c'est vraiment l'honnêteté dans tous les aspects de la vie. L'honnêteté sur les relations, aussi l'honnêteté de savoir ses limites à soi, les limites des autres, de trouver des compromis et des façons de fonctionner qui fonctionnent pour tout le monde, qui font en sorte que la plupart des gestes qu'on fait dans la vie ne vont faire que du bien aux personnes autour de nous, dans la limite des possibles. Il y a des choses, parfois, c'est difficile de faire des compromis sur tout. Parfois, les limites ne vont pas bien ensemble. Et du coup, l'honnêteté, là, c'est aussi de dire parfois que la relation n'est pas toxique, mais elle n'est pas faisable, parce qu'on n'a pas les mêmes limites et que ça ne va pas ensemble. Et du coup, c'est se connaître énormément et prendre le temps de connaître énormément les autres pour essayer de faire ça en bonne entente et que ça se passe bien. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup de discussions. Généralement, les gens sont moins intéressés après quand j'explique que c'est... on parle pendant 3 heures pour être sûr que oui, alors du coup, toi, les brisures dans ton enfance, ça fait quoi sur ta manière de t'attacher aux gens? Parce que du coup, moi, quand on me dit ces choses-là, je réagis plutôt comme ça, mais du coup, en fait, derrière, il y a telle émotion et les gens n'ont plus du tout envie. Ça fait pas une image très glamour du polyamour. Est-ce que tu as déjà pensé à bâtir un foyer, une famille, et comment tu envisages ça? Alors, oui, j'y ai déjà pensé et je suis sur la route pour le réaliser, j'espère. Et j'y ai pensé parce que pour moi, mes parents sont un exemple d'un foyer fort qui reste solide malgré pas mal de problèmes de santé, des choses comme ça, et qui montre une image de gens qui sont heureux d'être ensemble, et qui partagent de l'humour et des choses comme ça. Enfin, vraiment quelque chose qui me donne envie, dans le sens que j'ai envie d'avoir ça aussi dans ma vie d'adulte, de pouvoir construire quelque chose qui ressemble à ça. Et la grande question, ça a été comment je fais ça en étant polyamoureuse. Comment je trouve des personnes polyamoureuses qui ont la même envie que moi, ou en tout cas des envies compatibles, pas forcément les mêmes envies tout le temps, mais des envies qui vont avec ce style de projet. Et il se trouve que depuis un mois et quelques, je suis maintenant mariée. Bravo. Merci. Je le dis à chacune, hein, comme ça. Et au cas si les personnes n'avaient pas compris, mon épouse, c'est Jenna, qui était dans le premier épisode. Et, et ça fait partie des choses que je ne pensais pas avoir dans ma vie, parce que j'avais encore de l'hétérocentrisme intégré qui faisait que j'avais juste dans l'idée que je ne voulais pas de mari, parce que ça me paraissait... Enfin, je pense que j'ai encore beaucoup de choses, de triggers et de traumas que des maxis ont laissé des relations abusives d'avant. Et du coup, l'idée d'avoir un mari, c'était trop. Ça pouvait pas... C'était pas une idée qui me faisait plaisir. Et en fait, il a fallu littéralement que mon épouse actuelle me demande, il y a quelques années, si j'avais envie de l'épouser pour que je fasse ah oui, mais c'est vrai que maintenant, si je suis pas dans des relations hétéro, il y a cette option aussi. C'est vraiment la réalisation de
Ah, mais je suis un peu stupide de réaliser maintenant que c'est bon. Et ça a ouvert beaucoup de choses, cette réalisation. Et donc maintenant, je suis mariée. J'ai aussi explicité très tôt dans mes relations que je voulais pas d'enfant. Et ce qui est très bien avec le polyamour, que j'ai découvert ça, c'est que c'était pas une limite dure. Parce que si moi je veux pas d'enfant, mais que j'ai rien contre le fait que mes partenaires aient des enfants avec d'autres personnes, eh ben moi je suis libre de pas avoir d'enfants, mes partenaires sont libres d'avoir des enfants avec d'autres personnes. Et tout le monde est content. Et du coup, en fait, le polyamour m'a aidé à réaliser des aspects de vie que je désirais et je savais pas comment obtenir. Parce que dans les relations monogames, hétéro-cis très traditionnelles que j'avais avant, c'était oui, mais si on n'a pas d'enfant, tu comprends, moi j'aimerais bien, parce que voilà, je voudrais avoir un enfant, alors du coup. Et, euh, et ben voilà, le polyamour, c'est ça aussi. Une personne n'est pas obligée de répondre à toutes les attentes. On peut avoir plusieurs partenaires pour différents projets de vie. Voilà, donc mon but maintenant, c'est d'avoir une petite maison, de pouvoir transformer la maison en cottage de sorcière avec des trucs décorés dans tous les sens et de faire mon cocon dedans avec des chats. Et mon épouse est là quand elle est pas chez ses autres partenaires et c'est top. Cette du coup coparentalité que tu vis quand même, j'imagine, vu que tu connais quand même via ta partenaire un enfant qui est... Tout à fait. Il n'existe pas vraiment de mot d'ailleurs, il me semble, pour définir le rapport qu'on peut avoir. Tu te définis comment, toi? Eh bien, on a beaucoup cherché parce que je voulais quand même montrer que j'acceptais cette euh, partie du monde de ma partenaire et que le fait que je ne voulais pas d'enfants, moi, ne voulait pas dire que j'étais contre les enfants. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi très anti-enfants et je voulais montrer que non, il n'y a pas de souci, je suis très contente pour vous que vous ayez un enfant, je vous soutiens et j'aide et tout ça, mais c'est pas mon enfant. Et du coup, on a cherché des termes, parce qu'en effet, il n'existe pas de terme pour définir une relation entre un enfant d'une partenaire et du coup l'autre, une partenaire qui n'a pas l'enfant. Et donc moi, c'est Oumi pour l'enfant. Et j'ai choisi ce terme-là en cherchant sur Internet des termes de coparentalité pour les personnes queer et non binaires. Et du coup, il y a des gens qui ont fait des listes de propositions de termes. Et c'est très mignon de lire les témoignages qui vont avec ces listes et de voir comment les gens ont essayé de trouver des sonorités qui étaient faciles à retenir, mais qui changeaient du maman, mama, papa, tout ça. Et du coup, j'ai choisi Oumi parce que il n'y a pas du tout les sonorités de maman. Et du coup, ça montre que je ne cherche pas à prendre une place qui serait style maman, mama ou quelque chose comme ça. Moi, je suis pas du tout dans cette vision-là. Et du coup, voilà, je suis aussi. Donc, Oumi, c'est mon nom, si je peux dire, comme on dirait maman ou papa pour désigner quelqu'un. Et le terme pour la relation que j'ai, c'est que je suis le Entel de cet enfant. Le Enten. Entel, Ok. E-N-T-L. Et il y a le E-N-T qui ressemble à parent, mais avec un L à la fin qui change complètement la sonorité. Donc, du coup, c'est pas parent, c'est autre chose. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça ressemble aussi à certaines sonorités yiddish. Et ma famille est en partie yiddish. Et c'est une partie qui est culturellement importante pour moi. Et donc, ça faisait quelque chose qui allait dans ce sens-là. Voilà. Mais oui, il faut trouver des termes qui vont bien à chaque personne. Et évidemment, j'en ai parlé aux deux mères en leur demandant si ça leur allait et que voilà, ça a été validé avant d'être utilisé. Est-ce que du point de vue de la société ou de la loi, tu as l'impression que certaines choses pourraient être
mieux prise en compte, mieux traitée pour ne serait-ce que simplifier ta vie au quotidien, par exemple, mais celle des personnes polyas d'une manière générale? Eh bien, un des aspects qui me préoccupe euh, de façon assez... c'est pas présent au quotidien, mais c'est quand même quelque chose que j'ai dans le coin de la tête, c'est le fait de ne pas pouvoir être en relation reconnue par la société avec plusieurs personnes. Ça fait que il y a forcément, si on est quand même en relation avec une personne, il y a quand même des partenaires à côté qui n'ont pas le droit, par exemple, à des visites médicales dans des moments d'urgence extrême, qui n'ont pas le droit à des soutiens en cas de problème médical important ou en cas de décès. Et, euh, et j'y pense parce que il se trouve que dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont des spécialités médicales, on va dire, qui rendent la vie quotidienne un petit peu compliquée. Et sans ce cadre, on va dire, de sécurité sociale, au sens très littéral du terme, ben, on n'a pas de soutien de l'État, en fait. On n'a pas de soutien de l'État, on n'a pas de droit. Et du coup, ça veut dire que ben, les personnes polyamoureuses n'ont pas accès à ça. Euh, et j'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche. Après, il y a aussi plein d'autres problèmes qui me touchent moins, mais comme le fait de justement pouvoir avoir un enfant qui a plusieurs parents, pas juste deux, le fait de pouvoir épouser plusieurs personnes, le fait de pouvoir, je sais pas, vivre à plusieurs dans un appartement. C'est encore rare les endroits où les colocations sont bien vues. Parfois, il faut mentir et dire que non, non, on n'est que deux à prendre l'appartement. Et puis en fait, il y a une troisième personne, mais voilà. Et tout ça, je trouve, c'est dommage parce que je vois pas la raison en fait de limiter à deux. Il y a probablement une raison très logique, hein, puisque c'est comme ça qu'on fait. Sarcasme. Mais je vois pas la raison. Ça me paraîtrait au contraire logique de dire plus il y a de personnes dans l'entourage proche de quelqu'un, plus il y a de soutien quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand il faut construire quelque chose dans la société, dans les projets de vie. Et ça devrait être encouragé du coup. Je ne vois pas comment on peut dire ah, oui, mais après, si ça se trouve, il y a des gens, ils vont faire des enfants et ils seront cinq. Ok, et c'est du coup plutôt bien. Il y a une équipe entière de personnes qui peuvent s'occuper des enfants. En fait, je ne vois pas le problème. Et même, je dirais, c'est comme ça qu'on cause des problèmes, parce que si on est obligé d'être tout le temps que deux, avec la charge de travail qu'on est censé avoir et les aides quasi inexistantes de la société, il y a forcément quelqu'un qui finit par soit ne plus travailler pour s'occuper de la maison des enfants, soit des gens sont très pauvres et quasiment à la rue parce qu'ils ne peuvent pas, soit il y a des gens qui se retiennent d'avoir des enfants, qui achètent jamais de maison, etc. Enfin, que des trucs en fait, de précarité qui pourraient complètement disparaître si on était capable de se dire bah, une unité, c'est pas forcément deux personnes, ça peut être plus. Et laisser les gens faire. Voilà. Je- Et je dis ça en ayant une position très privilégiée. Je suis blanche. Euh, Il y a des personnes polyamoureuses qui sont racisées et qui en plus ont le côté ah ben oui, mais vous, forcément, vous voulez faire ça comme ça parce que dans votre pays et tout, et c'est toute une chape de racisme en plus qui s'ajoute, que je ne vis pas. Et enfin, je reconnais complètement que du coup, j'ai une position privilégiée là-dessus, mais quand même, je ne comprends pas la société. Est-ce que tu considères qu'un mode de vie polyamoureux, ou en tout cas en communauté, en quelque sorte, euh, serait souhaitable, serait meilleur? Alors, je ne sais pas si on peut dire souhaitable, parce que c'est peut-être un petit peu arrogant, Mhm. et je vais essayer de ne pas l'être. Euh, Par contre,
Je pense qu'il est très récent qu'on essaye d'appliquer le modèle de famille nucléaire, deux parents, deux enfants, le chien, picket fence et tout ça. Ça, c'est un modèle très récent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est les historiens qui le disent. Et que sans dire forcément que le polyamour est souhaitable ou que la vie en communauté est souhaitable, en fait, pendant très longtemps, avant le modèle justement de famille, deux parents, deux enfants, etc., les gens vivaient en commune un peu, c'est-à-dire que les familles s'éloignaient pas forcément les unes des autres. Les différentes générations d'une même famille vivaient la plupart du temps quasiment au même endroit. C'était soit la même maison, soit des maisons pas loin. C'était en tout cas parfois le même village parce que les gens partaient pas forcément très loin. Et du coup, c'était beaucoup de gens qui participaient à aider s'il y avait un problème médical, deux, mettre les ressources en commun s'il y avait besoin, aider dans les gestes du quotidien pour si quelqu'un avait besoin d'aide pour du bricolage, pour réparer quelque chose, et pour élever les enfants. Et sur ce point-là particulièrement, la position des personnes queer qui étaient du coup qui n'avaient pas d'enfants, c'est quelque chose qui est apparemment reconnu dans des recherches historiques sur le fait de ces personnes-là participaient au fait d'élever les enfants des autres et c'était une ressource inestimable d'avoir des adultes qui n'apportaient pas plus d'enfants mais qui apportaient plus de mains pour aider, plus de ressources pour donner à manger, etc. Et donc de manière très cliché, mais par exemple l'oncle machin il est gay. Et bah, heureusement que du coup il est là pour aider parce que sinon le petit Timmy, il n'y a personne pour s'occuper de lui le matin parce que maman est au champ et papa s'occupe de, je sais pas, l'écurie. Enfin, tu vois, il y avait des choses. On a une idée maintenant très euh, famille divisée de il y a forcément que les parents qui s'occupent des enfants, il faut forcément habiter dans des maisons différentes, etc. Et on a perdu ce côté-là. Donc, je ne sais pas s'il faut forcément revenir complètement à ça, mais c'est en tout cas peut-être bien de déculpabiliser les gens qui ont du mal à faire tout à deux et de dire que, bah oui, mais on n'est peut-être pas fait pour être à deux avec un travail à temps plein pour les deux personnes et devoir s'occuper des enfants et payer une maison, etc. Enfin, c'était pas comme ça qu'on faisait avant. Et peut-être c'est parce que c'est difficile. Et la preuve qu'on a de ça, c'est effectivement qu'on a dû mettre en place des systèmes de crèches, de garderies et de tout un tas de choses pour rendre possible ce mode de vie qui serait forcément et exclusivement à deux. Ouais, ouais. Et finalement, c'est beaucoup de choses qui prennent des ressources de la société de manière très basique, mais par exemple, on paye des impôts qui permettent de faire des structures de crèche. Je prends ce que tu disais comme exemple. Et bah, les gens qui sont là, oui, on paye trop d'impôts et tout ça. Peut-être que si il n'y avait pas le côté très il faut être deux seulement et du coup une union c'est forcément deux personnes et quand on loue un appartement c'est qu'un couple à deux personnes, etc. S'il n'y avait pas ces contraintes-là, on aurait peut-être moins besoin de ces structures. Et donc les gens qui sont en train de râler sur les impôts et de râler sur les personnes queer ne se rendent pas compte à quel point ils se contredisent eux-mêmes dans le côté. Enfin, ils sont pas logiques. Ils sont pas logiques. Bon, après, je dis ça en ayant conscience aussi que malheureusement, dans les, dans les siècles passés, c'était quand même souvent les femmes, ou en tout cas les personnes perçues femmes, qui se retrouvaient à faire tout le boulot et qu'il ne faudrait pas revenir à ça. Hein, Et je crois qu'on a bien compris que c'était pas l'idée que tu essayais de véhiculer. Tout à fait. Non, non, mais je dis ça pour dire, là, il faut faire attention aussi. Pas se retrouver à dire que, ah ben oui, bah, si Bobonne, du coup, ne travaillait pas, ça serait mieux parce qu'elle pourrait s'occuper de la maison et des enfants.
je le sens arriver, tu vois, dans les Ouais, discussions avec ces gens-là. ouais. C'était mieux avant, donc Et voilà. on va se diriger tout doucement vers la fin du podcast. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu as l'impression que vivre des amours multiples t'a permis de te construire différemment dans d'autres aspects de ta vie? Complètement. Ça m'a permis de déconstruire tout ce que j'imaginais être automatique dans une relation. Et là, comme ça, je dis que oui, au départ, bah, j'étais pas jalouse et du coup, ça me paraissait évident, voilà, et tout. Et... Oui, mais j'avais pas réfléchi à plein d'autres trucs. J'avais pas réfléchi à plein de détails quotidiens ok, mais est-ce que du coup, ça veut dire que quand on prévoit de regarder un film avec un partenaire, est-ce que ce partenaire n'a pas le droit de regarder le film avec quelqu'un d'autre en attendant? L'exemple vraiment stupide et vraiment tout petit, tu vois, mais c'est plein de petits détails comme ça qui font que il faut se reposer la question pour tout, en fait. Rien n'est acquis et il faut du coup remettre tout en question et avec chaque partenaire, ça peut être différent, donc il faut poser la question. Alors, peut-être pas arriver avec le spreadsheet et dire, bon alors, tu as 3 heures devant toi, on va faire un petit questionnaire juste pour savoir. Quoi qu'il y ait probablement des personnes dans mes relations qui seraient d'accord et qui trouveraient ça bien. Mais je sais m'adapter et je peux faire ça de façon organique dans une relation. Mhm. Mais ça m'a permis du coup de déconstruire plein de choses qui pourraient paraître évidentes. Bah, et oui, évidemment, dans une relation, on fait ça comme ça. Bah, pas forcément. Pas forcément. Donc, en fait, de quoi j'ai envie, moi? Et qu'est-ce qui me va bien? Et c'est quoi mes limites là-dessus? Et dans un monde idéal, comment je voudrais que ce soit fait? Et donc, c'est beaucoup de réflexion personnelle aussi sur en fait ce qui me fait plaisir. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de me reconstruire et de me redécouvrir après des relations très, très abusives où je m'étais complètement effacée. Et en fait, ça m'a permis oui, de redécouvrir qui j'étais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Oh là là. Alors, la liste de mes intérêts spécifiques dans ce spreadsheet, non, non, on va pas le faire. Euh, je pense que quand j'ai moins de fatigue qu'actuellement, euh, je suis très motivée par l'idée de d'améliorer le monde dans un sens très large, de m'améliorer moi pour aussi améliorer la manière dont je fonctionne dans le monde. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée. Et puis à un moment donné, j'ai fait un burn-out, en fait, à force de vouloir améliorer le monde. Donc voilà, donc je suis en burn-out professionnel en ce moment. Euh, et du coup, en ce moment, ce qui me passionne, c'est les... On va changer complètement de profondeur de sujet. C'est les petites peluches ou figurines d'animaux qui sont en forme d'animaux et de nourriture à la fois. Voilà. Mes intérêts spécifiques sont larges et variés. Merci beaucoup. Euh, Tu connais la tradition du podcast, puisque c'est comme ça que tu as été invité. Tout à fait. Je vais te demander à qui tu souhaites passer le flambeau pour le prochain épisode. Quelqu'un, un ou une de tes partenaires. Est-ce que tu as fait ton choix? Alors, bah, mon choix est vite fait parce que j'ai que 2 partenaires. Voilà, donc du coup, je nomine Aurélien pour prendre la suite. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions avec le sourire. Ah bah, merci beaucoup à toi. C'est vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance de ce podcast et le professionnalisme et l'organisation que tu mets dedans. C'est vraiment top. Bravo. Merci beaucoup. À très vite.
À très vite. Bye bye. À nouveau, un grand merci pour votre écoute. Si mon travail vous plaît, pensez à le faire connaître ainsi qu'à laisser des commentaires et des notes sur les plateformes d'écoute en ligne. Polycule est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast ainsi que les bons réseaux sociaux. Et même les mauvais. @polyculecast sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ou polyculecast@podcast.social sur le fait divers. Tous les liens d'écoute et d'abonnement sont compilés sur le site de l'émission, polycule.fr. À très vite!